naturellement, d'abord, je remercie beaucoup Pierre-Alexis de nous accueillir, mais en fait, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, c'est Pierre-Alexis qui nous a fait nous rencontrer, Pascal et moi. Donc, donc il est vraiment le parrain de tout ça. Oui. Deuxièmement, comme il arrive que tout le monde ne comprenne pas tout, tu peux citer Claudel, s'il te plaît? Ah oui, alors d'abord, je pourrais citer Claudel, c'est ce que vous trouvez le plus ennuyeux, qui est le plus drôle, c'est ce que vous trouvez le plus long, qui est le plus intéressant, etc. La fameuse annonce du soulier de satin. Mais la guerre, la terre et des hommes, c'est encore plus long que le soulier de satin. Mais oui, comme il arrive, une amie qui va arriver, je peux la citer, qui est Isabelle, me dit, mais dis-moi quand même en 2 mots ce dont il s'agit. Alors, je lui ai écrit, et je crois que je peux lire ça. Oui, très bien, absolument. En 2 mots, la guerre de la terre et des hommes. En 2 mots. Pas 3. Alors, en 2 mots, enfin voilà, c'est ça. Hein. C'est pas très long. Le monde des hommes, la civilisation, et non pas le monde réel, ce qu'on pourrait appeler la terre, sans être maurassien, le ciel, mais une tourbe, une surconstruction mensongère faite de vanité, etc., dirigée non pas par le mal, parce que le mal absolu n'existe pas, mais disons le méchant, le médiocre, en somme tous nos mauvais côtés. Bon, vous reconnaîtrez que le vocabulaire là est volontairement enfantin. Je m'adressais à Isabelle. Elle n'est pas là. C'est atroce de ma part de dire ça, je devrais le dire si elle était là, et elle va arriver. Mais... non, mais surtout, je m'adresse à moi-même. Donc voilà, c'est ça la tourbe. Et cette tourbe qui est en fait notre histoire, l'histoire avec un grand H, c'est pas autre chose que ça. Mais il y a un bâton. Ce bâton, c'est la présence dans cette tourbe du monde réel, de la terre, du ciel. Certains qui sont moins respectueux que d'autres, je dirais, entre guillemets, de Dieu. Dont, par exemple, Bach, Mozart, Hugo, Rimbaud, et aussi Vincent de Paul, Mère Teresa, etc. En fait, une longue cohorte. Et même vous et moi, quand il nous arrive de nous dépasser, tout en appartenant à la tourbe, sommes des éclats. Ce bâton, qui fait naturellement écho à celui de Moïse, vit diverses aventures dans le livre de Pascal, passe entre diverses mains, y compris les plus infâmes, et ces mains infâmes, c'est celles qui en font le plus sale usage, selon Pascal, c'est-à-dire des religions. Dans tout cela... Ah ben voilà Isabelle, je suis en train de lire le petit mot que je t'avais écrit. Dans tout cela, la langue est essentielle. Bien que façonnée elle aussi par la tourbe, jusqu'à son avilissement et son épuisement, elle est d'origine réelle, divine, et elle peut sauver le réel, faire exploser la tourbe. Ce qui se produit à un moment donné dans le livre. Pascal, d'ailleurs, va vous donner la cartographie du livre pour situer le moment qu'il va vous lire maintenant. À condition, cette langue, qu'on la sauve, qu'on la réinvente. Ce qui est en toute modestie le boulot des poètes, le boulot, par exemple, de Pascal B., auteur et personnage du livre. Son service à lui de la langue passe par, est nourri par l'étude, par le Talmud, où sa position d'étranger, étranger parmi les vifs, c'est le titre du tome 2, lui donne une vigueur particulière, réinventrice. Et là, je dois ajouter, parce qu'en fait, Pascal et moi, on est lancés dans ce travail de réédition du livre qui passe par un polissage du texte, etc. Mais ce n'est pas juste changer des virgules ici et là. C'est quand même de temps en temps s'engueuler terriblement sur le sens. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais tu délires complètement, etc. Et quelquefois, c'est assez dramatique, pour vous dire la vérité. Surtout que le garçon est assez sensible et donc, quelquefois, il endort mal. Moi, je suis un espèce de gros rhinocéros, c'est pas grave, mais lui, bon. Et pour vous dire, tout à fait récemment, nous avons été dans une de ces crises, mais qui m'a permis, ou nous ont permis, toi avais peut-être déjà compris depuis longtemps, mais m'a permis de comprendre qu'en fait, au-delà de ce que je vous ai lu là, c'est un livre qui empoigne
une énigme majeure dans l'histoire du monde, qu'on le veuille ou non, qui est là, qui est majeure, qui est l'énigme juive, l'énigme du juif, être juif, peuple, je ne sais pas, mais en tout cas juif. Qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est tout à fait singulier, c'est tout à fait majeur, et ça n'est pas local ou circonscrit, etc. C'est en fait universel, et c'est une question historique, en même temps que métaphysique, etc., qui, qu'on le veuille ou non, nous est posée, je dirais, terriblement. Et je ne fais pas là allusion à l'actualité, parce que peut-être que cette question-là, à tout moment de l'histoire, elle est terrible, elle est voilà. Et ce livre, c'est peut-être, bien entendu, il y a beaucoup de livres ou d'œuvres ou de musique, etc., qui expriment ça d'une façon ou d'une autre, mais c'est peut-être le premier livre qui a l'ambition d'empoigner cette énigme de face, et non pas de la résoudre, évidemment, c'est une énigme qu'on ne peut pas résoudre, mais en tout cas de l'empoigner, de la raconter, de la mettre en scène, de la projeter non seulement dans notre présent, mais on verra à un moment donné dans le futur, etc. Et donc évidemment c'est totalement nécessaire, totalement important et totalement passionnant. Merci Thierry. Je vais donc resituer brièvement... oui, ça enregistre. Je vais donc resituer brièvement Je vais présenter la lecture. Cette lecture, voilà, à mon tour de remercier Pierre-Alexis. Et voilà, j'ai deux amis qui sont des princes. Et pour les deux, j'ai rompu la continuité de la lecture et j'ai voulu, pour toi en particulier, et pour nous tous, vous faire entendre un petit morceau de ce que nous sommes en train de travailler avec Thierry et qui est dans le tome 3. Donc ce livre a 5 tomes. Les 5 tomes traversent d'une vie d'homme en vie d'homme, donc se traversent d'une certaine manière de 80 ans à 80 ans, et narrent effectivement le destin singulier de cette rencontre. Alors, Thierry a élucidé la chose en disant l'être juif. Je suis discret au début du livre, plus ça va, moins je le suis, mais il est vrai qu'il se joue là-dedans, dans mes une tentative de dire de l'intérieur d'un juif d'affirmation, c'est-à-dire d'un juif de l'étude talmudique, sa présence à l'histoire occidentale, avec tout ce que ça peut avoir de profondément discordant. Et cette discordance a été l'aventure nécessaire pour les deux camps du peuple juif à travers sa traversée de l'histoire. Et le premier tome, justement, se passe en 1940, enfin en 1945, et articule ce moment de 1945 avec l'an 1000 pour raconter 1000 ans, pour saisir du début à la fin 1000 ans de cette rencontre difficile, et où quelque chose du dépassement qu'évoquait Thierry par le bâton vient à la fois se révéler comme une malédiction et comme aussi le vrai moteur de l'histoire, parce que ce dépassement va capter par la puissance de l'Occident, capté par un empereur fictif qui s'appelle Hermann et qui va avoir entre ses mains cette force du dépassement. Ce dépassement va nourrir, non pas de génération en génération, mais de vie d'homme en vie d'homme, des inventions successives qui seront cruciales dans l'aventure humaine. Et les dernières en date étaient les nations. Et puis c'est cette nation qui prenne fin, cette essence de la nation qui prend fin dans le récit en 1945, à laquelle succède une essence du moi qui serait l'élixir offert à l'humanité, jusqu'à ce que ça se casse la gueule aussi à son tour à la fin du tome 2, et qu'on en vienne dans le tome 3
à un nouveau mot d'ordre distillé par la puissance à partir du bâton. Ce nouveau mot d'ordre, c'est « Je commande nous tous pour la vie à venir ». Et ce tome 3 commence par une cosmologie ironique, donc un récit de l'ordonnancement du monde autour de l'homme le plus redoutable qui a hanté le monde et qui s'appelle l'homme quelconque. Et l'homme quelconque, c'est pas un monsieur lambda. L'homme quelconque, c'est un homme qui est résolument et absolument et nécessairement quelconque. Et le livre, ce tome 3, auquel nous reviendrons dans longtemps, puisque nous reprendrons à partir de la semaine prochaine la lecture continue, le livre aboutit à une fin de cette conjonction de la tourbe, donc de la masse des hommes, de la masse qui nourrit la culture de l'Occident et du bâton, et une page se tourne à la faveur de cette moderne collapsologie qui hante tant les consciences et avec laquelle je tente à nouveau, ironiquement, de donner un écho. Et donc je me sers aussi pour raconter cette déliaison de la tourbe et du bâton, peut-être même par là même cette déréliction définitive d'une certaine histoire occidentale. Et dans le livre, ce que j'ai lu la semaine dernière chez Bernard, c'était le début du livre où un grand philosophe qui s'appelle Felian donnait des conseils d'écriture à Pascal B en lui demandant « Mon vieux, maintenant c'est bien gentil, maintenant il faut que tu écrives pour notre temps une montagne magique, un gros livre dans lequel tu élucides et où tu parles au ventre mou de la société marchande de façon plus habile que tu ne le fais d'ordinaire, parce que jusque-là, tu es trop difficile d'accès. » Et c'est alors que d'une part, le ventre mou de la société marchande se présente au bistrot où se trouvent Pascal B et le grand philosophe, et ce ventre mou s'appelle Anselme Lebec-et-Loin, auteur d'Éric Pétromonarchique, etc., et qui demande à un moment donné à la fin du chapitre, mais enfin, choisis un peu des pseudonymes, appelle-moi Houellebecq. Et les conseils donnés par Houellebecq font chorus avec Pascal B en lui disant, avec Felian Haen, en lui disant tout de même, mon gars, fais gaffe à Internet, parce que dans le fond, avec Internet, tu as ta tourbe, ta fameuse tourbe, mais cette fois dopée à l'électricité, et il ne s'agirait pas que tu l'oublies. Et puis, Pascal B reçoit aussi la visite de 3 autres amis, en plus de son philosophe, un certain peintre, qui s'appelle Léo d'Angebry, comme chacun le sait ici, Christian Bonnefoy n'est qu'un pseudonyme aussi, et puis 2 autres penseurs, et à ces penseurs, Pascal B va demander de l'aider à écrire le poème de la fin de l'Occident, le poème de la collapsologie, parce qu'il n'a pas les forces tout seul de le faire, et qu'il faut qu'il fasse une expérience qu'ils vont mener de lecture d'un texte où des clés vont leur être données de l'avenir, et donc de ce qui se prépare. Et pendant ce temps-là, les copains en question, qui sont quand même de brillants esprits, disent à Pascal B, d'accord, mon coco, mais si tu veux qu'on fasse ça, alors tu vas nous faire le plaisir de débarrasser le plancher, si tu veux qu'on travaille pour toi. Et donc Pascal B s'en va, et ce cher homme s'en va, c'est précisément l'objet de la 3e partie, chapitre unique, et pendant ce temps, pendant que nos amis se réunissent, où était passé Pascal B, et le titre, qui est une réponse à la question posée par la partie, est « Dans le palais de Pharaon ». Mercredi 11 mars 2020, 19h30, Pascal B se rend chez un très grand éditeur qui s'appelle Maligard. Un jour de l'hiver 2020, Pascal B, père de Léa B, la petite fille, avait été ramené de son cours de piano à la maison, à la suite de quoi il avait sauté dans un taxi, se rendit chez Maligard, le célèbre éditeur de la rue Gaston Gallimard. Il avait achevé un livre sur son père récemment parti, et qu'on avait reçu là-bas, et même lu, ce qui n'est pas peu dire.
Il avait écrit en quelques jours, 2 ou 3 semaines, le devant à son père et à lui-même. Pour ce faire, il s'était interrompu dans la rédaction de cette vaste guerre qu'il avait reprise en ce début de mars. Ce court texte qu'il hésitait à appeler « Lettre du père » lui avait valu d'être convoqué chez Maligar, comme on est appelé au palais de Pharaon. Incorrigible, il portait son cahier en bandoulière comme un colporteur galicien, à l'intérieur d'un sac Eastpak, il est là-bas d'ailleurs, des plus détériorés, éprouvant ce retour à la déréliction qui guette immanquablement les produits du pétrole, cette tourbe paléontologique qui dévaste la planète. Il fut alors conduit à remarquer sa veste grise, un peu trop courte, le noir terni de son velours ainsi que sa corpulence. Non qu'il fût gêné d'être spécialement sale, malodorant ou pauvre, quoique sa bedaigne signalât sa gourmandise, luxe des impécunieux auxquels manque la fortune qui efface les kilos et les dettes, mais presque par réflexe, il se mettait à chercher ce qui faisait en lui défaut ou excès. Il conclut assez vite tout, ou du moins sa personne. Comme la nage d'une méduse dans l'eau en contracte et dilate la matière si aqueuse, que poison mis à part elle serait négligeable, le trop court et l'insuffisamment mince, le trop gros et l'insuffisamment long ondulaient sur son être. Même ces ondulations étaient son être. La rue était déserte, tellement bourgeoise que les corps semblaient s'être là-bas imprimés pour jamais dans le faubourg Saint-Germain, dont la maison Maligar, courtière d'un mauvais garçon, avait bétonné le placement, si bien qu'on ne les y distinguait plus. Il sonna à la petite porte à peine à hauteur d'homme. Elle s'ouvrit toute seule. Elle avait quelque chose des passages dans Harry Potter entre le monde des moldus et celui de la magie. Quelle était donc petite, cette porte ? Sans doute avait-elle été voulue pour signaler à tous, également grands et petits, glorieux et obscurs, morts et vivants, la vanité du passage terrestre. Cela ne coûte rien de verser son obole au prêtre quand soi-même on est un dieu de la littérature. Il entra. Alors valsa la vaste entrée, où, prenant prétexte de son titubement comme les pompiers leurs colonnes, un balai de gens et de décors s'empara de lui comme d'un pivot. Là, le sourire exquis d'une grande femme élégante, tellement en arrière qu'aucuns ne la reçurent dans leurs bras qu'en caprice de son dédain, et qui raccompagnait avec une indifférence olympienne un auteur auquel suffisait son sourire et les exhalaisons de son guerlin. Ici, les téléphonistes planantes, comme des fleurs de prunus dans une brise printanière. Partout des hommes en hâte lente, sûrs de leur rôle qui les faisait uniques ensemble, en vrais mousquetaires de Richelieu. L'escalier, la ligne énigmatique de la rampe, comme la phrase parfaite, comme la clé du monde inconnu vers, qui sait, la chambre de Pharaon. Mais la chambre vive ou la chambre morte ? À gauche et à droite, contrastant si magnifiquement avec le plafond bas, les couloirs immenses de la grande pyramide où l'on gérait justement le catalogue des morts et des vivants, tandis qu'en guise d'exemple éloquent, les photographies des auteurs du jour, agrippées en un face-à-face avec moi, où la mort, si ce n'est pas un pléonasme, montrait des visages qu'une roulette russe avait d'ores et déjà envoyés à gauche, où l'on signe les contrats, ou à droite, où l'on ravaude les posthumes. Karl Jean-Jacques Krimer, Slama Lailani, Isolde Garcet et tant d'autres étaient plus en danger dans leur cadre rouge, si saillant avec l'ambiance boisée, que les vivants marchant leur paterne de corps taisants. Ils étaient ces énigmes d'une parole suspendue dans les airs, encadrées de rouge et or, et que la maison Maligar, tel le ministère de la magie, envoyait à l'armoire à boules où leur liqueur spirituelle, fumeuse, gazeuse, s'enfermerait dans un déséquilibre aussi savant que négligent, aussi précieux qu'indifférent. Quant au livre, intervint Pascal B. dans ma narration, « S'il vous plaît, monsieur, restez décent », répondit le narrateur du roman de la littérature, dans une cascade de génitifs, à vous faire honte. Il avait rendez-vous avec Michel Pucre, prêtre de Pharaon, à qui on annonça « Monsieur Pucre, votre rendez-vous est arrivé ». « Attendre, dit-elle. Il attendit un moment, songeant que le canapé de feutre anthracite sous l'escalier se situait exactement dans une zone sanctuarisée, où aucun des mouvements vers la gauche, soit la vie, ou vers la droite, soit la mort, ne pouvait atteindre. Car l'escalier, qui certes le surplombait, n'y menait nullement les corps en descente, conduit au contraire à tourner le dos à ce coin salon, comme s'il eût été une présence incongrue, pour n'y parvenir qu'au prix d'une volte-face. Il eut le temps de songer que sanctuariser vient de sanctus, le saint. Et soudain paranoïaque, il se demanda si on ne se moquait pas des gens en parlant ainsi d'espace sanctuarisé.
Car tout de même, la référence biblique lui paraissait, dans la si française maison Maligard, vaguement profanatoire, voltairienne en tout cas. Mais alors il se rendit compte que personne chez Maligard, personne sinon lui, n'avait parlé de sanctuaire ni de zone sanctuarisée. Rassuré, il incrimina la langue française, donc lui dicta son rictus la maison Maligard herself. Puis il se dit que le vrai mot était le sacré, dont Benveniste, le grand linguiste, avait dit tout ce qu'il concentrait de sainte horreur. Le sacré, c'était dans ce grand petit palais pyramide, le corps intouchable de l'ancêtre, là, sous vos pieds, souillé par votre vitalité insultante. L'enfer des refusés de Maligard était aussi le non-lieu inviolable de la tombe, où la divinité chtonienne, dite Gaston, était nourrie par de noires libations offertes à la va-vite à la tombée du jour. Pucre était là. Petit homme en gris, couronné d'une grisaille assez décoiffée et orné d'une barbe de 3 jours qui, pas un seul instant, ne pouvait signaler quelque après. L'homme était voûté par les bas, économisait les mots. Il était parvenu au monde lumineux où se décide, sans lire aucun signe dans le ciel ou sur la terre, pas même à la tombe Gaston, le sort des livres morts que sont tous les hommes vivants, tandis qu'un livre vivant est un homme mort, se plaisait-il à dire, entre la poire et le fromage, à ceux qui avaient le mérite d'approcher Pucre lors d'une agape. « Vous avez une écriture, souffla-t-il entre 2 lèvres molles, qui ployaient sous la lassitude, mais conservaient assez de nerfs pour ne jamais rater une syllabe, quoiqu'elles fussent toutes susurrées, obligeant B à se tendre vers lui comme un élève vers un maître, une écriture étonnante de nuances, effrayante presque de nuances, et prenante même, prenante et émouvante par moments. Par moments, j'ai été pris à la nuance tournoyante et finalement toujours cohérente. Je ne vous dirai pas, évidemment, bien évidemment, que je vais publier celui-là, je veux dire, mais je veux bien tout voir. Il y a ici une oreille qui vous écoute, une oreille attentive. B était saisi, abasourdi. Il s'était passé quelque chose de très singulier dans la parole de Pucre. Une assonance nasale, presque hypnotique, en « an », avait, tel un planeur dans un paysage alpin, assourdi le discours, où il avait immobilisé, figé, dans une hésitation qui lui avait paru magique. Puis soudain, au moment d'annoncer la décision, dont pas une seule seconde B n'avait pu espérer qu'elle ne fût négative, les « an » avaient disparu. Les mots toujours prononcés à l'économie étaient néanmoins ronds et clairs, évidents, présents comme un pichet de Chardin. Il sembla à B que Pucre avait accompli là un rituel, qu'avec la réponse, l'explication était livrée par cette espèce de vérité immanente à soi, où chacun, avec l'appréciation littéraire, est requis de se retrouver. Oui, la parole de l'éditeur n'était pas celle d'un curé, ou d'un rabbin, ou d'un maître spirituel, ni même d'un thaumaturge ou d'un ange. Elle venait toujours de l'intérieur véridique de soi. Je parle de l'écrivain. Celui qui est toujours déjà tapi sous les couches de ses phrases comme un corps d'ancêtre, terrifiant, sale, intouchable, et pourtant, pour parler comme Rainer Maria Rilke, le fruit qui est au centre de tout. Cela, c'était la littérature. Il n'y avait pas d'autre littérature que ce moment exact partagé entre l'assonance et sa disparition. C'est ainsi que Maligard, bien plus profondément que la vérité, servait ce que les écrivains pathétiques nommaient la nécessité. Du coup, Pascal B comprenait qu'il n'était pas question de se comparer avec Karl Jean-Jacques Krimer, Slama Lailani ou Isolde Garcet. Parce que jamais il n'était question d'aller de l'un à l'autre, de la langue de l'un à celle de l'autre, de l'âme de l'un à celle de l'autre, de soi à soi, vers soi, seul. Creusant en soi tout seul, comme l'avait demandé Rilke au jeune poète, Pascal B était le jeune poète auquel Pucre avait parlé d'une même lèvre molle que le poète pragois. Il était plein d'horreur sacrée à l'égard de lui-même. Peut-être, grâce à cela, allait-il devenir enfin un écrivain. Mais c'est alors que Pharaon descendit. Ce n'était pas possible, cela n'arrivait pas en tout cas quand la zone sacrée est foulée par un profane, et pourtant cela advint, Pharaon descendit. Il s'était fait un attroupement, mais à distance respectueuse. La présence de cet homme produisait un effet sur tous les autres. Ils étaient soudain par lui, non jetés hors du temps et de l'espace, mais devenus le temps et l'espace. Leur personne était offerte à cette tâche admirable, indiquer à Pharaon l'heure qu'il était, car ils étaient sa durée, et où il était, car ils étaient son lieu. Par ce double prodige, ils méritaient d'être appelés les magiciens de Pharaon. Pascal B se sentit effroyablement seul.
Pulcre déjà s'était retiré de son air et la fine proéminence de sa lèvre inférieure, tendue par quelque rage, pouvait par provision témoigner d'un blasphème ou d'une sainte réprobation. Pharaon était enfin parvenu au bas de son escalier. Tout le monde avait reculé de 3 pas, d'un air absent pour ne pas essuyer ses foudres. Il ne détestait rien plus que les salamalek. Il y eut une très grande inspiration généralisée, et l'on garda son air par-devers soi, du moins autant qu'on le pouvait. Où allait-il? Que faisait-il? Que voulait-il? Quand il était éternellement évident qu'il n'allait qu'à soi, ne faisait que soi et ne voulait que soi. À moi et Maligar, et je me suis fait, disait Pharaon. Citation des psaumes, à moi et le Nil, et je me suis fait, disait Pharaon. Il est intellectuellement difficile, si l'on choisit le paradigme de la vénérable maison, et donc de l'institution minérale, de comprendre la continuité entre les murs de pierre et cet homme si visible, quoiqu'il fût assez petit et légèrement engoncé dans son pantalon de costume qui le moulait un peu, de sorte que ses poches bâillaient, ne contenant rien, bien sûr. L'erreur est aussi grave que de croire l'Égypte minérale à cause des pyramides alors qu'elle est faite tout entière de son île. La pierre efface les hommes. Loin d'être quelques statues du commandeur dans son palais de marbre, il était ce grand reptile que l'eau n'érode pas puisqu'il bouge avec elle alors qu'elle agresse les pierres. On dit ça aussi dans les psaumes de Pharaon, le grand reptile qui est dans son fleuve. Pour peu qu'on en prétende enrayer le mouvement, l'eau offre par le paradoxe de son ruissellement plus qu'une métaphore à celui qui la hante, un vrai bain, je dirais même l'être. Maligar, d'ailleurs, avait assez de L dans ses consonnes, sans compter sa jolie séquence AIA comme un jeu sur la rive d'ombres et de lumière, pour qu'irradie jusqu'au nom de Pharaon la substance dansante de l'eau vive, découvrant dans le G et le R final les cailloux du gué, éclats cristallins et charriés de main par la crue. À y songer d'ailleurs la maison Grasset, concentrait sur son début 3 des sons de Maligar, mais hélas non les vitaux. Comme éclairé dans sa première syllabe par son effet de la lumière du grand nom, il sombrait ensuite dans une terminaison des plus tristes. Ce « est », pas même éventé d'un accent, ce « est » si Île-de-France, si faubourien, qui portait sur soi toute la résignation des bassets, qui sont en somme des serpents sans langue ni venin, tandis que Maligar la claquait, oui, dans son double L, comme une cape de torero, corps joyeux d'une vipère fluviale, onde dans l'onde, âme d'un Nil qui lui appartient, car il lui doit son nom. Rien n'est moins forcé, lecteur, que cette séance presque spirite que je vous fais accomplir sur les sonorités d'un nom. Car Pharaon, le portant, devenait depuis toujours, si vous comprenez ce paradoxe spinozien, la source et l'embouchure de tout ce qu'on appelle le français ou, nouveau clin d'œil reptilien, la langue française. Car on ne peut la comparer à rien d'autre qu'à un fleuve, toujours déjà ici, toujours encore là-bas, en même temps, en tout lieu. Certes, on pourrait être tenté de céder au nihilisme des gouttes d'eau imperméables entre elles, bref, à un atomisme qui ne sait plus confluer vers un tout. Heureusement, Pascal, le vrai, B Pascal et non Pascal B, avait dans ces 2 infinis réglé son compte à l'infiniment petit en y découvrant le même infiniment grand, soit la maison Maligar elle-même. De sorte que, pour reprendre l'image du ruissellement, on pouvait dire que le français était la langue ruisselée et que Maligar, en la personne de Pharaon, était la langue ruisselante. Sous couvert de blagues, nous avons offert au lecteur un résumé de la doctrine talmudique de l'Égypte, culture absolue et royaume absolu de l'immanence. En effet, Spinoza n'était pas loin. Voilà pourquoi Pascal B avait été tenu à l'écart des étages supérieurs. Il n'y a pas de plongée sans stage d'initiation à l'apnée et aux bouteilles d'oxygène, véritable branchie de l'écrivain en milieu littéraire. Pascal B s'avança, prit son cahier, se racla la gorge. Il eut un soudain haut-le-corps, pensant au plus grand des hommes, Moïse, qui mieux que personne avait connu sa place. B, lui, l'ignorait si parfaitement qu'il ne pouvait être que le plus vain des hommes. Comment pouvait-il alors, de quel droit, s'avancer vers Pharaon? B avait-il seulement le droit de se croire un homme? Seule une maxime dont il ignorait assez le sens pour s'emparer l'autorisait. Au lieu où il n'est nul homme, fait l'effort d'être un homme. Ce fut effectivement l'accueil que Pharaon lui réserva. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il à Pulcre. L'autre allait répondre comme il y avait été invité, quand B, à sa grande surprise, sortit de son Mac du Eastpak et le brandit dans les airs. Je rappelle que le Mac était un ordinateur portable d'une marque fruitière, non sans référence à feu Alan Turing, parfaitement identique au Mac qui usait de tous les prêtres de Pharaon, car semblable machine ne s'utilise pas, elle vous utilise.
Il le savait, il l'avouait volontiers avec un petit air gêné. Pour un écrivain, ou tout ce qui y ressemble, l'assistance est extrêmement importante. Éditeur, éditrice, agent littéraire, mais aussi patron du bar où l'on écrit, chauffeur de taxi qu'on prend pour une réunion avec tel prêtre de Maliga. Tout est, à l'écrivain maison, ce chemin semé de roses où chaque instant le prend au sérieux. Le répète et le confirme comme un miroir, lui offre un statut, une citoyenneté dans la République des lettres, lui permet de sautiller d'un moment à l'autre de sa journée avec la gaieté des jouvencelles, quand bien même il serait, à part soi ou dans ses livres, un alcoolique graveleux ou un poète suicidaire. Avec l'ordinateur portable de marque fruitière, on était, en matière d'assistance, monté en gamme. Il faut dire qu'Amadeus Jobs, l'inventeur, avait décidé que le temps du renforcement dialectique était venu et que, de même que la nature imite l'art et que l'esclave est le maître du maître, l'assistant numérique devait être l'assisté de son assisté. C'est pourquoi Jobs avait exigé qu'on adorât ces machines. Loin de servir d'outil à des artistes, c'étaient les artistes qui devaient révéler par leur docile révérence au système clos, admirable et huilé de leur Mac qu'il était la vraie œuvre d'art et qu'ils n'étaient que les auxiliaires de cette théophanie. Mac est un chef-d'œuvre et il est clos. Quand Gates avait conçu en plouc middle class, qui se devait de promouvoir un milliardaire, ses PC en forme de grosses boîtes, comme des Chevrolet ou des Cadillac, et qu'il installait aux commandes de ses bécanes tout le melting pot états-unien, du Mormon au Ladino, de la Sainte Nitouche au bidouilleur, Amadeus, lui, avait fixé la norme unique, lui-même, son génie. Clore, dit-il. Le système est clos. On ne bidouille pas, on respecte. Être devant un Mac, c'est être Amadeus devant son œuvre, l'unique ready-made. Il n'est que de s'asseoir pour se retrouver Amadeus, tout de même plus excitant que d'être un écrivain. Oui, B avait aussi un Mac. Il avait lui aussi tous les matins éprouvé un pincement de reconnaissance en ouvrant le capot gris, rond car rectangulaire, rectangulaire car rond, ainsi qu'en mettant ses deux mains exercées, comme deux sergents devant un colonel, au garde à vous sur les touches noires, dur molle, molle dur, mais non molle dur. Devant Pharaon, il jeta son Mac, qui se fracassa sur le parquet de la maison Maligar. Or, cela n'existe pas, un Mac que l'on envoie se fracasser sur le sol de rage. C'est pourquoi tous les prêtres de Pharaon, craignant un attentat islamique, se mirent à crier d'une seule voix « Oh !» D'un geste viril qui fit se pâmer toute l'assistance, Pharaon allait saisir le pauvre B au collet quand quelque chose de prodigieux se produisit. Du Mac fracassé sortirent non pas des circuits parfaitement, comme tout le reste, imprimés, mais des serpents fumeux et blanchâtres. Ces créatures monstrueuses étaient entièrement faites de mots. Aussi était-il vain de tenter de les fuir ou de les estourbir, car quoique visibles, elles étaient des mots, et nul ne pourra faire que ce qui a été dit ne l'ait été. « Grand Dieu, sa littérature !» hurla Pucre. « Ce n'est pas de la littérature !» hurla B. « Enfin, sa poésie !» corrigea Pucre. « Ce n'est pas de la poésie !» corrigea B. « Enfin, son écriture !» corrigea Pucre. « Je ne suis pas un écrivain !» corrigea B. « Mais qu'êtes-vous donc ?» hurla Pharaon. « Je suis un scribe, ce qui veut dire que je recommence tout à zéro !» hurla B. « Moi aussi j'ai des scribes !» hurla Pharaon. « Mais moi, j'ai dit qu'on les appellerait les écrivains. À moi, mes troupes! Ralliez-vous à mon panache blanc !» D'un geste somptueux, Pharaon sortit sa pochette en soie de son veston. Elle n'était pas blanche, sinon en manière de métaphore. Alors les scribes de Pharaon, pris d'une vague dévastatrice, jetèrent sur les serpents les dernières nouveautés qui ornaient la bibliothèque des vivants. Aussitôt, elles fondirent comme des méduses sur le sable chaud. On n'a jamais dit que les magiciens de Pharaon avaient réussi du premier coup. C'est alors que Pucre se saisit d'un volume de Proust, puis d'un volume de Céline, et que les yeux révulsés, l'air dément, il les dressa au bout de ses courts bras. « Non !» hurla Garcette. « Prenez Martin Dugard !»« Gide !» hurla Crimaire. « Valérie !» hurla Slamani. Il est notable que c'étaient les photographies des auteurs susmentionnés qui, depuis les murs, s'étaient mises à intervenir. Autre point commun avec Harry Potter. Publié par la maison Maligar, il n'y a pas de fumée sans feu. Elles étaient professionnelles, ces photographies, ce qui veut dire vivantes, aurait répondu Pharaon s'il avait gardé son sang-froid. Mais voilà, que les Thibauts, les faux monnayeurs et le regard sur le monde actuel, on attrape ce qui reste, s'étaient projetés, tels les chevaliers de la table ronde, sur les monstres fuligineux. L'écriture Gallimard, pratiquée aussi par la maison Maligar, cette écriture faite de sécheresse classique, d'ironie autorisée, de satisfaction idiosyncrasique, quoiqu'elle atteignît chez les trois auteurs une extrême qualité, comme feu les laines de la maison Arnis voisine, révulsée et hors d'elle, assaillit les ectoplasmes hideux que le Mac, toujours recommencé, avait dégorgé. Rien n'a jamais eu lieu que le lieu avait dit Mallarmé leur mettre à tous,
celui de Gide et Valérie en tout cas, mais comme il était patent que Martin Dugard était soumis à Gide, et comme Gide l'était au maître, on peut dire que Martin l'était au maître, comme le roman de toute façon, mais secrètement, l'est à la poésie. Or, ces 3 livres, n'étant pas le lieu, n'avaient donc pas eu lieu. C'est pourquoi, à leur tour, ils disparurent comme neige au soleil. C'est alors que Pucre, hiératique et sacerdotal, fit passer Sodome et Gomorrhe, de la main droite dans la main gauche, qui a, dans la gnose, l'ascendant. La droite tenait, sinon le bout de la nuit qui n'est qu'une ébauche, du moins d'un château l'autre, où tout est dit sur la littérature. Il advint ce qui devait advenir, les 2 livres, à leur tour, se transformèrent en serpents blanchâtres. Céline et Proust, hurla la téléphoniste Prunus. Qu'avez-vous fait à Céline et Proust dit-elle d'un éraillement bronchitique qui la fit courir vers la zone sanctuarisée pour y cracher ses poumons, de sorte que ne restaient plus autour de la scène que les vrais prêtres de Pharaon. Céline et Proust étaient encore 2 serpents, quoique leur entrecroisement, l'un chevauchant l'autre qui entourait le premier, sans qu'on sût qui avait commencé et qui aurait le dessus, sembla les fondre en un monstre bifide. « Je les sauve, connasse !» hurla Pucre, hors de lui, bouleversé par la mutation de ses dieux. Elle lui prouvait qu'ils étaient bien des dieux, mais en même temps les lui représentait en serpents. Il n'avait rien contre les serpents. Un éditeur sait regarder les choses en face et ne cède pas aux sirènes de la respectabilité. Pharaon serait fier de lui, mais Pucre avait si peur. À les voir ainsi furieux, tordus par la colère et la volonté de mordre, il les aurait presque écrasés d'un coffret Pléiade de Genet, quand bien même il n'aimait pas Genet, il le détestait même. Mais chez Maligar, on a su depuis le premier jour qu'il fallait toujours publier ceux qu'on détestait vraiment, et même leur offrir des ponts d'or. Parmi les hommes, l'incorruptible n'existe pas. « Va chercher Genet », souffla Pharaon à l'oreille de Pucre, on ne sait jamais. « Patron, vous êtes un génie », murmura Pucre, émerveillé. Patron connaissait ses classiques comme un aristocrate anglais connaît tous les fauteuils de son club et tous les fourrés de son parc. Les serpents avançaient lentement vers celui de B. Ils grandissaient à vue d'œil, tandis que celui de B se mettait à pâlir et à se figer. « Que pensez-vous de ce type, Pucre » demanda Maligar. « C'est un illusionniste, il n'y a rien dans tout cela. C'est une personne vide avec une œuvre vide. Il ignore que chez nous tout est plein à ras-bord, plein de maîtrise littéraire, plein de sens, plein de génie. » « Vous n'en avez pas marre, vous, de la littérature » demanda Maligar. « Marre de ces rendez-vous, de ces déjeuners, de ces prix littéraires, de ces manuscrits. Marre de l'écriture blanche, de l'écriture classique, marre de l'épure, marre de la grande élégance, marre du scalpel et de la phrase impitoyable, marre de l'intelligence gidienne, marre de la lucidité valérienne, marre de l'énigme malarméenne, marre de l'épithète charienne, marre de la pompe claudélienne, marre de la litanie péguienne, marre de... Patron, vous êtes en train de céder. Il ne faut pas, regardez, Céline et Proust sont vos chevaliers servants, ils vont vous redonner le moral. Céline et Proust, et la Pharaon d'un air bonasse. Les 2 serpents gonflèrent immensément jusqu'au plafond, forçant Pharaon à se reculer. Dans leurs yeux énormes, les 2 visages, celui de Proust avec ses grands yeux lointains et Céline avec ses petits yeux prochains, apparurent comme dans un miroir. Qui était miroir de qui? Les yeux de Proust, ceux de Céline? Les yeux de Céline, ceux de Proust? Les yeux des serpents, ceux des hommes, ou les hommes, ceux des serpents? Pucre reculait, effrayé. « N'ayez pas peur, mon petit Pucre, dit Pharaon. Dites-vous qu'ils sont ma queue. »« Pardon, octa Pucre. Oh, n'en faites pas un fromage, mon bon. Appelez ça comme vous voulez, ma puissance, ma proéminence, ma virilité et ma gloire. Mais patron, nous sommes à leur service. Où est-ce que vous avez entendu une chose pareille? Nous vouons un culte à la grande littéra. » Soudain, les murs de la maison Maligar cédèrent à un courant terrifiant. Ils se changeaient en fleuve, le fleuve de l'Égypte. Emportés par les eaux furent les téléphonistes, les cadres rouges, avec leurs précieuses images de Karl Jean-Jacques Krimer, Isolde Garcet et Slama Lailani, le couloir qui mène à gauche et le couloir qui mène à droite, et même la zone sanctuarisée que dans la maison on appelait l'étouffoir, en manière d'hommage à Roald Dahl. Pucre lutta un moment pour maintenir la tête de l'eau qui avait un goût de vase, c'est-à-dire un goût de soi-même, qui lui donna du dégoût. Mais finalement, il fut emporté par le fond. Et le fleuve était le serpent bifide, et le serpent était Pharaon, le grand serpent. Pucre, un moment, fut tenté de se juger enfermé dans le ventre d'une baleine et de s'en vanter. J'ai été jeté du grand bateau de Maligar par des marins qui me sacrifièrent, car je déchaînais des tempêtes. Mais il se dit que ce n'était pas raisonnable et que de surcroît, une baleine n'est pas un serpent, car ce n'est pas un reptile mais un mammifère. Et chez Maligar, on a le sens du sérieux et de l'exactitude. Pucre, désormais, comprenait comme son patron avait été modeste, car il n'avait pas une queue, mais un delta, celui du Nil.
À gauche partait la bouche de Rosette, où l'on découvrait une pierre qui, un jour, serait étudiée par le génie du déchiffrement moderne, tandis qu'à droite partait celle de Damiette, où naquit le fils de Saint-Louis, Jean Tristan de France, né pendant la captivité de son père, et mort de la dysenterie lors de la dernière croisade, avant de subir la pratique du mos teutonicus. Mos teutonicus, excusez-moi, nettoyage parfait des os, afin de les ramener tout propres au lieu de la sépulture. C'est alors que les deux serpents en un, Céline et Proust, écrivirent un texte, soit qu'ils le publiassent chez Maligard en lorgnant sur les prix, soit que plutôt ce fût ces publications de Maligard et tous leurs prix littéraires, qui, si vous me comprenez, s'y écrivissent en creux, ou plus exactement, y régressassent à l'écrevisse, comme on dit d'un canon. Toujours est-il qu'à un court instant, la première bouche du delta fut un livre, et B se demanda brièvement quelle tête, du serpent bifide nommé Céline et Proust, avait écrit la première, qu'on aurait pu appeler nom, surnom de pays, et qui parlait justement de la pierre de Rosette au delta du Nil. Ceci, texte du serpent. Quoique dans mon imagination, son ancienneté le fit relever du compagnonnage des vitraux, des chevaliers et des gentes dames qui me faisaient battre le cœur à l'appel de leur héraldique, la petite dénomination de Rosette, agraire et acidulée, tendue et palpitante comme ces peaux d'enfant où bondit un sang jeune au moindre impact d'une émotion ou d'une caresse, m'avait été arrachée pour se voir transplanté en terre d'Afrique. Amoureux de cartes et d'estampes, je l'avais poursuivi comme une petite poule afin de la dénoncer au coq jusqu'à cette embouchure du Nil où les marécages nourrissent non seulement les papyrus, mais tant d'espèces végétales et animales, telles cet ibis où s'annonça le cygne. Là, chauffée et dégradée, pourrissant au soleil, le gentil nom de Rosette aurait pu tourner et se corrompre, sinon qu'une histoire entortillée lui offrit une éternité fossile. Venue à la faveur des croisades qui enracinèrent les chevaliers dans leurs fiefs angevins et lorrains, comme un regret inconsolable sait seul nouer les usages sociaux, Rosette s'accrocha pour toujours, non à son retour à Don Rémy, mais à un morceau de granodiorite dit Pierre. Ce jour-là, un certain Pierre-François Bouchard, tout juste sorti de Polytechnique, accompagnait Napoléon dans sa quête d'histoire. C'est alors qu'il découvrit un morceau de stèle où s'épaulait, pour épaissir leur mystère et le dévoiler un jour, ainsi qu'un vers de Mallarmé, quand il ne serait plus temps, car c'est toujours ainsi, la langue des dieux, la langue des documents est celle de Démosthène, dont on ne dira jamais assez, comme il portait le nom le plus destinal de l'histoire, hésitant les cailloux dans la bouche à se croire une force sur le peuple, ou à se regarder soi-même comme la force du peuple. Que les trois langues se conjoignissent sur une seule pierre noire offrit à un jeune grenoblois du nom de Champollion, non moins fugace et napoléonien que Julien Sorel, le défi d'une énigme insoluble qui croqua les dents du savant anglais Young, mais dont lui triompha au prix d'un acharnement ponctué par un évanouissement. « Je tiens l'affaire », avait-il exulté à la face de son frère, puis il était tombé dans un coma de 5 jours. Signe qu'on attribue d'ordinaire à l'amour, alors qu'il atteste que l'amour, qui n'existe pas, n'est aggloméré comme un bloc de granodiorite que les éclats divers de l'orgueil, quartz, mica et feldspath, ces cristaux et ces amas noirâtres. Certes, on découvre au terme de sa vie qu'on n'avait jamais aimé qu'elle, là-bas Louise de Rênal, ici Rosette, pour quitter un monde injuste et beau. Il n'empêche, l'amour, comme la science, n'en demeure pas moins des variantes de la satisfaction, tout juste capable de livrer des souvenirs d'égotisme. Louise mourut en embrassant ses enfants, écrivait gentiment Henri Belle, dit Stendhal, à l'inquiétude de la mort, s'offrait en compensation une mention vague d'un avenir. Mais qu'est-ce que la pérennité des institutions pour qui les a renversées ? Ma Rosette, murmura Champollion en expirant. Rosette, petit nom d'une pierre où les systèmes de signes se mêlent, se contredisent et se résolvent de leur mutuel enchevêtrement, de sorte qu'elle n'offrit ses couleurs séparément qu'à un esprit assez poreux à l'accumulation de données innombrables, confuses et contradictoires, et assez souple et patient pour ne jamais les heurter par le cabrement d'une traduction prématurée, afin qu'ils finissent par découvrir dans le secret des hiéroglyphes le conglomérat étrange, hétérogène et métamorphique des symboles, des images et des sons à la fois, se recouvrant l'un l'autre comme les deux boucles d'un serpent bifide, les trois états de la parole pharaonique, tout ensemble première et dernière, tels qu'en soi-même enfin l'éternité la change, conjuguait ainsi l'art de l'expression avec celui du palimpseste, comme si une sagesse monstrueuse avait averti le monocrate qu'on ne disait jamais qu'à la dérober, qu'on ne montrait un objet qu'au prix de l'effacer d'un symbole, qu'on éclairait un symbole qu'au prix de l'absoudre d'un son, et qu'on entendait un son qu'au prix de le recouvrir d'un dessin imprononçable. Immanente aux contradictions du monde jusqu'à l'épuisement, l'écriture de Pharaon était tout, n'était rien, disait tout, en tout mode, ce qui est dire également qu'elle ne disait rien.
Si la pierre de granodiorite se fût appelée Jasmine ou Damiette, Champollion eût-il lutté contre son frère pour épouser Rose Blanc, dont jusqu'au nom, comme les hiéroglyphes, s'acharnait à contredire et révéler en même temps la noirceur basaltique de la pierre et son diminutif incongru, si français, Rosette, avec cette hête qui soudain transplante la rose de Damas à Provins ou de Damiette, qui sait, au passage Choiseul. Mais au fond, n'était-ce pas pour cette exacte raison qu'il aimait Rose Blanc, afin qu'elle lui démontrât que toute isérienne qu'elle fût, son âme battait au bord du Nil, de même qu'au bord du Nil, son âme eût soupiré après Grenoble et les hiéroglyphes écrits dans les vitraux de ses chapelles, et qu'au bout de tout cela, rien, proprement rien, sinon une rose et sa disparition élocutoire, avait inventé la langue des dieux. Ça, c'était Proust. À l'autre bouche du delta du Nil, Damiette, l'autre tête de serpent, s'était mise exactement au même moment à écrire son livre. Damiette, dame, ça, c'est un nom de dentelle maternelle. J'aurais juré que c'était un nom tout fait pour un point. Ma mère, Pacha Choiseul, elle en avait vendu, du point de Damiette, si elle aurait pu. Si on l'avait laissé, ça vous ravaudait le point d'Alençon. Le Damiette, ça vous pose là, ça fait son intéressant. Et même pour les poules, ça vous évoque du damasquiné, Damiette. Pardon madame, c'est du Cher, c'est du produit d'importation, du point de Damiette. Mais non, pas de Barcelonnette. Damiette, c'est en Égypte, dans la queue du Nil. Là-bas, on sait y faire. Là-bas, ça coûte, ça douille, ça vous rabouille votre andouille. Faut dire qu'elle pince l'écrevisse, pas vrai ma Germaine. Parce que les Hébreux, ils en savent plus long, alors ils en profitent. Damim, qu'ils disent, ça signifie l'argent, dans leur langue d'exploitants anthropophiles, comme on dit chez les gens sages, anthropophages et zoophiles. Comme si j'en avais, moi, de l'argent. Comme si j'avais pu finir mes fins de mois avec mes patients qui me ruinaient, et ma danseuse, ma petite rose de Damas, mon petit bouton de Provins, ma mercière aux jolies pattes, sans vous en dénoncer 2-3 en 5-7. Ah, il a pris, le docteur Lévy. Ou Lévy Mirepoix, tant pis pour lui, qu'il remonte à Saint-Louis, à Cracovie-sur-Vistule, ou à Oran sur Djebel. Mais moi, j'allais pas faire mon Philippe de Comines sans que quelques petits aux avantages en nature, 2 ou 3 passés par la cheminée. De là à les faire raquer leurs pépites, c'était une autre affaire. Ils savaient cacher, pas de doute, art du baluchon et du passeport. Cher Cohen, cher Fric, Oh mon mignon, mon doux Gaston, tu n'aurais pas eu si tu n'avais été prodigue. Mais eux, les grands Cohen et leur argent, leur fric, leur jus de bourse, ils tournaient rouge alors. Ils tournaient rouge alors. Pas grave, j'en aurais, coûte que coûte. Pour sûr, j'en aurais vendu ma mère, à force d'ébobition. Quand ensuite, j'appris que le fric, je veux dire leur damim, leur gamine, leur danseuse, leur rosette à eux, car qu'est-ce qu'ils aiment sanguine et plus rosette qu'un minois de ma danseuse, les Hébreux, sinon les fricaillons, la blanquette, le grisby, les fafios, la bonne vieille livre de chair qu'on dit en or quand elle est bien placée. Pourquoi couper ailleurs, je vous le demande. Damim, ça voulait dire aussi les sangs, oui les sangs, rien de moins que ça, une vraie menstrue, un débordement, un glou-glou sanguinolent où je ne m'y connais pas. Eux ils disent les sangs pour le blé. Faut dire que chez nous, qu'on est ravitaillé depuis la Beauce, on a au moins une baguette à s'enfoncer dans l'œsophage, même quand on n'a plus 3 radis, quand ils vous ont tout pris, ou qu'on est tout de même un peu moins cradingue que les rastaquaires. Les épis de blondeur, les crépitements d'une chevelure, tandis que les guinales, on dit les guinales ou les guineaux, on dit les vénales ou les vénaux, boivent du sang pas net, du vénérien, passé par des canaux femelles. Et bien là, où il n'y a pas d'erreur dans le langage, y compris quand on cause le Gaston Maligard, c'est qu'à Damiette, on avait aussi la barbaque en boutonnière, même chez les pharaonides, les pas mêlés aux Jacobis. Pauvre petite victime des marchands du coin, le petit Jean Tristan, le fils de Saint-Louis, blond comme ma Lucette, il avait crevé à 20 ans avec des miasmes, inoculés par les basanés. Pauvre mioche. Il lui avait dit les youtres au Saint-Louis, au tout con, au tout saint, au singe rend la justice, au Dieu de mon chêne, 40 millions de cons vous contemplent. Il avait dit les schmutz locaux de Damiette sur Barbac, qu'ils avaient trouvé la méthode idoine pour vous le ramener intact au passage Choiseul. Rien qu'une petite affaire d'aiguille au point d'Alençon. En plus, ils avaient de l'humour. Most tonicus. Ça vous pose là dans la rien de soupçonnable. Pas de Rothschild dans les parades. Mais en fait, ça veut dire quoi, most tonicus? Qu'il a dit le bonnet de Francaoui, Louison le baudet, le sein de mes fesses? Il a dit bouche cousue. On vous l'a retranché, le fiston, Jean Tristan. Ça vous faisait un nom si blanc, si pur, si joli, qu'on en rêvait qu'un pareil même, il lui arriverait jamais rien. Hein, ma mère? C'est comme ça que tu l'avais nommé Jean Tristan. Presque aussi con et pompeux comme nom de chiard que Louis Ferdinand. Une vraie ligne Maginot comme prénom. Je te baptise, Jean Tristan, et tu vivras éternellement au rejeton de mes flancs d'ivoire, en héros solaire et glorieux. Et pour cause, quand on vous l'a saucissonné, le Jean Tristan, en lui raclant la bidoche pour envoyer les os tout propres à sa vieille, débarrassée des inconvénients de la chair. C'est comme ça qu'on sait faire chez les coupés de Damiette. On vous circoncide pied en cap. Rien qui reste. Tout raboté, raclé, écorché, le Jean Tristan. T'as vu, ma mère, comme il est propre, ton gamin, réduit en cubitus, en radius, en rodule, en clavicule. Un petit bisou au petit tibia de Jeannot. Tristonnel, fémur de Tristan. Allez, vieille mère, fais-lui un petit câlin, ça t'apprendra à être conne et bonasse comme la langue française. Eux, les métèques, ils vous l'ont abattardis comme il faut. Ça commence avec les ritales, à tripouille en boutonnière, les zolas.
Et puis, les Yaoudis, rien qu'un petit Marcel pour l'enivrer, fouette cocher, on vous la coupe, on vous les rase gratis, surtout qu'il y en a si peu de poils par chez nous, on est glabre chez des celto-ariens. Alors du coup, ça coûte pas cher, et sans avoir l'air d'y toucher, on se retrouve empaqueté dans un écran pour os de goïm. À peine moins brillant que les bijoux de chez Chaumet, que les lustres du Ritz. Oh, pour sûr, ils s'ébodissent devant nos ossatures déclinées, cataloguées et retapées. Vite vous, mon cher Lévy, plus délicieux jambon de Goy que cette jambe de Jean Tristan. Oh, comment donc, très cher Shimon Eliezer. Tiens, voilà du boudin. Très peu pour moi, c'est pas cachère. Oh, oh, ha, ha. Oui, faut dire que ça a barboté dans la bouillasse avant d'en arriver là, Rabbi de Maquelis. Je peux vous dire que j'en menais pas large quand j'ai désossé mon premier Goy. Ça giclait, et puis il avait une espèce de vie. Mais heureusement que chez nous, on sait y faire avec les excès de vie. On a l'habitude, on sait contenir, on sait faire la gueule, les mitzot, ce qu'on appelle, les commandements du mont Sinaï. Ça vous en donne des spécialités culinaires. Bistouri en gelée, scalpel sauce grand veneur. La Torah, c'est un manuel de boucherie. Grâce à elle, nous sommes les plus forts. Nous leur avons appris à nous respecter. Ces paysans à Verger et à Maréchal, nous leur avons fait cracher leurs gros mots avant de les couper en tranches. Maréchal, c'est quoi ces conneries? Depuis quand on commande en chef une armée devant l'ennemi? L'ennemi, on vous le châtre, on vous le tranche en pastrami et en gefulte fiche avant qu'il ait pris le temps de prendre les armes. Crétin de Gaulois, idiot d'écrivassier à style, débile de l'authentique, mongolien du parisien, déficient de la littérature, attardé de la religion du moi. Je vous en foutrais, moi, du moi. Je vais vous le faire bouffer en gelée, votre moi. Fait, refait les bouseaux de France. La littérature entre nos mains, rue Gaston Gallimard. Paris est à nous, personne n'osera plus nous toucher. La littérature française n'a qu'à bien se tenir. Comme Damiette fait Paris, c'est ça notre génie. Nous détruisons et à la fin, plus rien. C'est comme si la maison Maligard était une succursale de la boutique de Haransor de Damiette-sur-Nil. Pourriture garantie, mais ossature nettoyée. Ce qui était suprêmement étrange, c'est que la tête du petit Marcel dans le serpent bifide planait au-dessus de Damiette, tandis que celle de Louis-Ferdinand se pinçait au-dessus de Rosette. Pucre, terrifié, en concluait que Proust pastichait Céline et que Céline pastichait Proust. Pharaon intervint. « Balance la purée », fit-il à Poucre. « Comment ça ?» pensait Pucre. « On peut encore parler alors qu'on se noie, qu'on s'est noyé, qu'on est mort, très probablement. Arrête de tergiverser, fracasse-moi ça. Allez mon gars, crois-moi, je savais bien qu'il servirait un jour. » Dans un geste symétrique à celui de B, quand il avait brandi puis fracassé son mat sur le sol, Pucre, hiératique et comme agrandi, éleva le genet côté Notre-Dame-des-Fleurs et le jeta sur le double monstre qui sembla surpris. La téléphoniste titubante sortit de l'étouffoir. Elle avançait comme un spectre. « Céline et Proust, répétait-elle comme une phrase de Chopin, tellement chargée d'émotion qu'elle en semblait anesthésiée. Elle voulait retirer la flèche empoisonnée de Genet du fantôme de sa double idole, fût-elle transformée en un monstre atroce. Elle ne se voyait pas continuer de vivre sans Céline et Proust, d'autant plus qu'elle assurait l'accueil de la maison Maligard. Pucre se jeta sur elle, ils se battirent comme des hyènes, en poussant de tels cris qu'on n'y voyait plus rien. Premier effet du traitement Genet, le serpent était devenu tout petit, à la façon des sculptures de Giacometti, que le maître rabotait jusqu'à l'extrême. En attendant de voir qui allait l'emporter, Pharaon se tourna vers Pascal B. « Tout ça parce que vous voulez qu'on vous édite, mon gars ?» demanda Pharaon en se tournant vers B, qui s'était affalé sur la chaise laissée vacante de la téléphoniste. « Mais vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes complètement hors sujet. Bien sûr que j'ai regardé dans vos manuscrits. Pas vrai, Sol R? Vous aussi, n'est-ce pas ?» Sol R était le dernier grand écrivain à la fois vivant et maison. Il descendait avec sa bouteille de Château Pétrus, qu'il éclusait à la bonne franquette et venait de s'écrier, en découvrant de haut les serpents s'y ratatiner au milieu de leur arène, mais toujours reconnaissables, « D'où Jésus, Céline et Proust !» Oui, Tony octa-t-il en retrouvant sa contenance aussi vite qu'il le pouvait pour se tourner vers Pharaon, auquel il avait donné ce surnom. « Dites à ce pauvre gars B qui n'y peut rien, mais qu'il est complètement à côté de la plaque. » « De la plaque !» fit Sol R en chorus. « Pas de doute, il est à la plaque !» Ça ne veut rien dire, Sol R. « Pardon, quand je le dis, ça veut dire quelque chose. Il est à la plaque de psoriasis, vous voyez, à la plaque de tartre sur la peau de pêche de ma littérature. Il est à la plaque, le pauvre garçon. » Vous voulez dire à la ramasse, Sol R? Non, je dis à la plaque. Il est collé à la plaque que j'ai inaugurée ce matin, avec cette même bouteille de Château Pétrus. Enfin, une autre, mais la même gamme, la même plaque, quoi. Ici vécu Philippe Sol R, maréchal des lettres ultramodernes, et néanmoins libidinal et pour l'éternité et des poussières, l'homme le plus léger de la terre. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le petit B? Il a encore quelque chose à dire à la littérature incarnée? Mais regardez-le, répondit Pharaon, c'est une loque. Il ne sait même pas quoi dire, il n'a rien à dire, vous voyez bien. Qui est mort? Pucre ou la téléphoniste demanda Sol R, qui n'avait pas les yeux en face des trous. Les deux, répondit Pharaon sans les regarder.
Déjà, Maligar s'apprêtait à retourner dans sa chambre et à laisser tout ce lamentable spectacle de magie se finir comme il le voulait. Sa lassitude était revenue et tout lui semblait identique en même temps que tout tournait si parfaitement dans une mécanique qui n'avait d'égal que les révolutions astrales. Il faut dire qu'il ignorait ce qui se passait place de la Bastille. C'est alors que la scène prit fin. Sur la couverture du Genet, une femme toute en noir brandissait 2 avortons comme une passionnariat argentine. C'était la téléphoniste. Elle avait été imprimée sur la couverture. Militante, vierge mère aux femmes viriles, la belle dame sans merci et sans fleurs, et sans doute était-elle une fleur, elle aussi, une fleur du mal. Mais c'est cela qui était triste, si triste que le livre à son tour tomba en poussière. Non pas exactement, il fut aspiré, toute sa poussière fut aspirée. Quant au serpent biface, il avait disparu, de même que celui de B ou du Mac, il n'était plus là. Après tout, c'était probablement de la fumée due à l'implosion de l'ordinateur, et tout le reste de l'échauffement dû à la chaleur qui régnait chez Maligar et qui était malsaine. Mais Pharaon se figea, car le Mac s'était reconstitué tout d'un coup. Rutilant, flambant neuf, il émanait de lui une espèce de lueur blanchâtre, comme celle qui avait suggéré l'illusion des serpents. « Siri, dit Pascal B. »« Oui, Pascal, répondit Siri, l'assistant vocal personnel du Mac. »« Pourrais-tu me définir la maison Maligar ?»« Oui, Pascal, il me faut un moment. »« Siri, oui, Pascal, pourrais-tu me définir la maison Maligar ?»« Un moment, Pascal, s'il vous plaît. »« Siri, oui, Pascal, définis la maison Maligar, c'est un ordre. » La maison Maligar n'existe pas, c'est une définition de la littérature. « Quelqu'un a une bouteille de Pétrus pour moi ?» demanda Sol R d'une voix suppliante. Pascal B, lui, nostalgique, pensait à son serpent. Pendant cette gigantomachie, celui-ci s'était figé comme tenu en respect et n'avait pas reçu, à l'instar des 2 autres, sa voix au chapitre. Mais après tout, l'avait-il mérité, cette voix de littérature? En somme, fallait-il seulement la désirer? Écrire des phrases, revenait-il à ceci? Tout faire pour recevoir sa photo ornée d'une Marie-Louise pourpre et décorée des murs? Comme on s'attribue un étal au marché afin d'y recevoir des pièces des gens qui passent en charmant un aja. Il se souvint du bâton de Moïse, qui d'un déguisement ondulatoire avait gobé les serpents, mais était ensuite redevenu un bâton, ainsi qu'il l'avait fait, déjà, au buisson enflammé. Alors B repensa à ce Nil de légende qui avait provisoirement remplacé cet espace. Il se dit, dans cette chaleur moite, il m'a déjà semblé planer, voire planer, une vapeur rouge. Est-ce déjà l'heure des plaies d'Égypte? Est-ce déjà l'heure du sang? Et tout étonné par cette violence qu'il entrevoyait, tapis dans les velours de molleton de la maison Gallimard, en était-elle l'auteur, la victime, ou quelque chose entre les deux? Il remit son sac Eastpak en bandoulière et repartit sur la route comme un colporteur galicien, là-bas, s'en allait livrer son lait. Et voilà.